Cher professeur Monsieur Mounir Msei, mes amis du groupe Omar Khalil Khadija Ramj, mes camarades de classe, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans le cadre des mini-projets encadrés par Monsieur le professeur, aujourd'hui on va exposer le thème suivant. Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu par un DSP, Digital Signal Processor. C'est-à-dire c'est le processeur de signal numérique. C'est un microprocesseur optimisé pour exécuter des applications de traitement numérique de signal. Alors, donc on va suivre un plan. 1. Introduction. 2. Mise en situation. 3. Étude de moteur à courant continu. 4. Modélisation. 5. On va adopter une correction PI et RST. 6. Génération et implantation de code C. C, ça veut dire langage C. Sur un DSP. Et on va proposer enfin quelques exploitations pédagogiques de ce travail. Alors, l'introduction. Au cours de ces dernières années, le domaine de la commande des systèmes électromécaniques a bénéficié de l'évolution considérable des semi-conducteurs, tant du point de vue de la puissance commandable, ce qui inclut les facilités modernes d'implantation et les dispositifs de protection intégrés, du point de vue de la puissance de traitement du signal en temps réel, etc. Alors, les progrès réalisés sont tels que, imaginez-vous, ce qui paraissait inabordable il y a 10 ans est réalisé à peu de frais aujourd'hui. La mise en situation. Alors, pour notre situation, c'est l'implantation de la commande de la machine à courant continu. Donc, la solution qu'on propose, c'est l'implantation sur carte DSP. Alors, comment on s'insère une carte DSP dans une chaîne? Donc, on va suivre ce schéma. Donc, signal original. Donc, le DSP, c'est un processeur. Donc, toujours à côté d'un processeur, on trouve une mémoire. Donc, la conversion analogique numérique. Donc, avant ça, le filtre passe-bas pour éliminer le bruit. Ainsi de suite, l'opération inverse, la conversion numérique analogique, filtre passe-bas et le signal traité. Alors, l'étude du moteur à courant continu, bien, le principe de fonctionnement, c'est le système balai-collecteur. Donc, je vous propose de suivre ça en 3 dimensions, une vidéo qui va nous faciliter l'explication. En un cadre rectangulaire PQRS, fait de fils de cuivre isolés. Consiste en un cadre rectangulaire PQRS continu, sont surnommés moteurs DC. Construction. Un moteur à courant continu simple consiste en un cadre rectangulaire PQRS, fait de fils de cuivre isolés. Ce cadre est placé entre 2 aimants, de telle sorte que le plan du cadre soit parallèle à la direction du champ magnétique. Les extrémités du cadre sont attachées aux 2 moitiés X et Y de la bague ouverte d'un commutateur. Ces 2 moitiés de bague sont isolées l'une de l'autre et sont montées sur un essieu autour duquel la rotation doit avoir lieu. À l'extérieur, 2 balais conducteurs immobiles, B1 et B2, appuient sur X et Y respectivement. Ces balais sont connectés à une source de courant continu. Essayons maintenant de comprendre comment cet assemblage fonctionne. Fonctionnement. Supposons que le courant de la batterie entre par le balai B1, passe dans le cadre PQRS et reparte par le balai B2. Ici, les branches QR et SP ne subissent aucune force, car elles sont parallèles ou antiparallèles au champ magnétique. Mais les branches PQ et RS, qui sont perpendiculaires au champ magnétique, subissent chacune une force,
La direction de cette force peut être déterminée en règle à la branche RS du champ magnétique. Remarque, l'action de ces deux forces agissant sur les branches PQ et RS, avec des droites d'action différentes, le cadre commence à tourner dans le sens inverse des aiguilles P ne sont plus parallèles. Elles s'annulent toujours. Les forces sont égales et opposées et possèdent la même droite d'action. Elles s'annulent toujours. Une fois que le cadre a tourné de 90 degrés, les balais B1 et B2 perdent contact avec la bague et le courant dans le cadre est supprimé. En l'absence de courant, les branches PQ et RS ne subissent aucune force. Cela implique que le cadre ne devrait plus tourner. Toutefois, en raison de l'inertie rotationnelle, le cadre continue à tourner. Alors ici, si vous permettez, c'est l'inconvénient majeur des systèmes balais collecteurs. Regardez ici la présence des arcs électriques. Donc, à chaque commutation, on aura des arcs électriques. Et le deuxième inconvénient, c'est que ces balais, donc, à cause des frottements en balais collecteurs, ces balais, donc ils ont une durée de vie limitée. Donc, il faut à chaque fois les rechanger. Donc ça, ce sont deux inconvénients majeurs de la machine à courant continu. À part ça, la machine à courant continu présente plusieurs avantages. C'est du faible coût, la capacité qu'il offre de régler facilement sa vitesse, ainsi de suite. Un peu plus loin, de sorte. Donc on revient à notre exposé. Alors, ça c'est le principe de fonctionnement de la machine à courant continu. Alors on aura besoin comme capteur d'un codeur optique, c'est simple. Il s'agit ce n'est qu'un disque strié, ça veut dire qu'il présente plusieurs trous. On la sépare deux diodes, deux circuits qui comportent deux diodes. Une diode qui émet un flux luminescent qui va traverser le disque et une diode qui va le recevoir. Ça dépend de présence ou non-présence de trous. Donc on aura un signal qui doit être amplifié bien sûr. Et on a à la fin un signal carré. Voilà, je laisse la parole à mes camarades pour continuer le reste de cet exposé. Maintenant, on passe à la modélisation des moteurs à courant continu. Voilà les équations mécaniques et électriques permettant de modéliser la fonction de transfert des systèmes. On a l'entrée, c'est la tension d'alimentation et la sortie, c'est la vitesse en radians par seconde. Avec le couple résistant appliqué par la charge est considéré comme une entrée de perturbation. Pour la tension nominale I est égale à 24 volts. On a trouvé la vitesse est égale à 80 radians par seconde avec un temps de réponse est égal à 0,04 secondes. Mais au moment d'application d'un couple résistant, c'est-à-dire le moteur en charge, la vitesse diminue de sa valeur nominale, ce qui impose un problème à remédier. Et on a comme remarque que la vitesse dépend de la tension d'alimentation, c'est-à-dire on peut tout simplement varier la vitesse en variant la valeur moyenne de la tension à l'aide d'un hacheur ou redresseur. Voilà le schéma en boucle fermée des systèmes. La réponse des systèmes à un échelon, c'est-à-dire la vitesse désirée ou bien la consigne. Donc on remarque que le temps de réponse diminue. Elle est égale à peu près 10 millisecondes. Mais on a une erreur statique qui est relativement assez grande. Et si on a le moteur en charge, cette valeur d'erreur va encore augmenter, d'où la nécessité d'un correcteur. Donc le problème d'un moteur à courant continu, c'est l'erreur statique et la diminution de sa vitesse en charge. Ce problème nous ramène à poser le cahier de charge suivant. La rapidité. Cette performance est déjà vérifiée. Il faut tout simplement garder le même ordre de grandeur, c'est-à-dire le temps de réponse inférieur ou égal à 10 millisecondes. La précision. On impose un suivi de consignes, quelle que soit la perturbation. Et le système doit avoir un comportement d'un système deuxième ordre. Donc pour le problème d'erreur et le rejet de la perturbation, on fait un appel à un correcteur ayant un pôle nil.
comme le correcteur PI numérique. Donc on passe au domaine Z pour implémenter le code dans une n'importe quelle carte de commande. Et finalement le correcteur RST, c'est un correcteur PID numérique développé. On commence par le régulateur ou bien le correcteur PI. Donc le régulateur PI réalise la fonction suivante. Avec I de T, c'est la loi de commande du système. Donc voilà la fonction de transfert des correcteurs PI. Il possède un 0 et un pôle nil. Et par son 0, il peut compenser un pôle du processus. En se basant sur le cahier des charges déjà mentionné, on compense le pôle dominant du système par le correcteur C2P pour avoir un système deuxième ordre en boucle fermée et rapide. Donc il faut que 1 sur T est égal à 61,4. C'est la valeur la plus petite des pôles du processus. C'est la valeur aussi des constantes de temps la plus lente. Donc on obtient en boucle fermée la fonction de transfert suivante TPF de P et par identification avec le système deuxième ordre désiré, on trouve que doxy oméga 1 doit être égal à 1317,4. Donc pour avoir un système sans dépassement, on peut fixer à la valeur 1, ce qui donne oméga 0 ou bien oméga 1 est égal à 658,7, donc Kp est égal à 1,6. Donc voilà la fonction de transfert TPF corrigée. Maintenant on passe à PI numérique. Donc on fait tout simplement une discrétisation par l'approximation différence vers l'avant avec une période d'échantillonnage DE compris entre taux sur 25 et taux sur 5. Taux c'est la valeur la plus petite des constantes de temps du système. Dans notre cas, taux est égal à 0,759 millisecondes. Donc on peut choisir ou bien on peut prendre TE est égal à 0,2 millisecondes. Donc voilà la fonction de transfert TPI numérique. C'est la fonction de transfert discret. Le schéma de simulation du système avec les deux correcteurs PI analogique et PI numérique avec un bloc de bloqueur d'ordre 0. Pour une consigne de 80 radians par seconde, voilà la réponse des systèmes avec les deux correcteurs. Ils sont confondus, donc la période d'échantillonnage est bien choisie. Et on constate que l'erreur est nulle. On a aussi le même ordre de grandeur pour le temps de réponse avec le système non corrigé. Et quand on applique une perturbation à t est égal à 0,04 secondes, cette perturbation est rejetée par le correcteur. Donc, on a bien répondu au cahier de charge par le correcteur PI analogique et numérique. Et voilà le dernier correcteur RST. Donc, la fonction de transfert échantillonné des systèmes est calculée à l'aide de commandes CTT de logiciel MATLAB. Et pour le même cahier de charge, voilà la fonction de transfert désirée. Donc, on conserve le 0 du système à partie réelle négative et 1 plus z moins z au carré sur le dénominateur, c'est la fonction de transfert discret TPF de P. Et la valeur 0,5271 vérifie ou bien garantit le suivi de la consigne. Donc après tout calcul fait, voilà les polynômes trouvés R, S et T. Le schéma bloc du système avec un correcteur de type RST, polynôme R, T et 1 sur S. Donc la réponse du système avec un correcteur PI numérique et RST, on constate qu'avec RST, le rejet de perturbation se fait d'une manière plus rapide qui est tout à fait normale car RST a doublé l'action dérivée. Génération et implémentation de code C sur DSP. La modélisation prend la place importante dans la conception de la commande ainsi la validation par simulation. Plusieurs logiciels de modélisation et simulation sont disponibles. Pour les automaticiens, MATLAB Simulink est très répandu. Simulink permet de modéliser graphiquement un système et surtout de simuler son comportement. L'utilisation de Simulink a plusieurs avantages. L'environnement graphique de Simulink permet une prise en main rapide et facilite la modélisation des systèmes. La simulation du modèle permet d'évaluer son comportement
pour le valider ou d'évaluer l'influence de certains paramètres. Il existe différents niveaux de simulation tels que MIL, Model in the Loop, SEL, Software in the Loop, PEL, Processus in the Loop, et finalement HIL, Hardware in the Loop. Alors, c'est quoi la différence entre eux? Premièrement, on trace le schéma bloc représentant le système réel dans le logiciel Simulink. Une fois le modèle écrit, on détermine et simule le modèle du contrôleur tout en vérifiant si ce contrôleur peut contrôler le modèle du moteur conformément aux exigences du cahier du charge. Cette étape est appelée Model in the Loop. Alors, l'objectif de la Model in the Loop est la conception et le développement d'algorithmes de contrôle qui répondent aux exigences du cahier de charge. L'étape suivante est le Software in the Loop, où on génère le code C uniquement à partir du modèle de contrôleur. Et ensuite, on remplace le bloc de contrôleur par ce code. Après, on exécute la simulation avec le bloc du contrôleur, qui contient le code C et le modèle de moteur à courant continu. Le code peut être codé à la main ou généré automatiquement. La simulation Software in the Loop est utilisée pour tester le code avant qu'il ne soit déployé sur un matériel réel, carte DSP comme exemple, et pour vérifier qu'il se comporte de la même manière que le modèle qui a été testé dans la simulation Model in the Loop. Dans une simulation Processus in the Loop, le code C généré est déployé et exécuté sur une carte DSP. Alors, dans cette phase, nous allons placer le modèle de contrôleur par une carte DSP et effectuer une simulation en boucle fermée avec le modèle simulé. La simulation Processus in the Loop ne se fait pas en temps réel. La simulation Hardware in the Loop est un type de simulation en temps réel. La simulation Hardware in the Loop indique comment le contrôleur réagit en temps réel. L'idée du test Hardware in the Loop est de tester votre contrôleur physique avec une simulation virtuelle du modèle implémenté par exemple sur ce qu'on appelle SpeedGraph Target Hardware. De cette façon, vous n'avez pas besoin du modèle réel pour tester le contrôleur. Alors maintenant, nous allons voir quelques étapes pour générer et implémenter le code C sur une carte DSP. Tout d'abord, nous devons installer certains programmes. Code Composer Studio, il est nécessaire pour charger ou implémenter le code C sur la carte DSP. Control Suite, le Support Package Embedded Code pour Texas Instruments. Alors, l'idée est de prendre ce contrôleur et de générer le code C et le déployer sur une carte DSP. Maintenant, pour générer le code à partir de ce modèle de contrôleur, nous devons faire quelques réglages dans les paramètres de simulation. Dans l'onglet Solver, modifier le Stop Time et mettre infini. Dans Solver Options, Type, choisis Fixed Step et ensuite choisis une période d'échantillonnage au Simple Time. Ensuite, allez dans Code Génération, puis choisis dans System Target File Embedded Code. Et pour le langage, choisis C pour générer un code C. Puis cliquez sur Apply. Maintenant, allez dans Hardware Implémentation, puis dans Device Vendor, choisis Texas Instruments et Device Type, ça dépend du type de votre carte. Vous pouvez ensuite exécuter le programme et générer le code C en cliquant sur CTRL plus B ou en cliquant sur l'icône Build. Le code C sera créé, compilé et envoyé à la carte DSP. Voilà le rapport de code C généré. Alors, ça dépend du choix de test, soit Processus in the Loop ou Hardware in the Loop. Une fois on appuie sur le bouton Run, le code C généré va déployer de manière automatique sur la carte DSP. Et maintenant, la loi de commande sera générée par la carte DSP. Alors pour l'exploitation pédagogique, ici on a une fiche technique, bien une fiche pédagogique. Alors le niveau ciblé, c'est première année BTS, brevet technicien supérieur, électromécanique système automatisé.
Donc la matière c'est automatisme et commande du système. La période c'est à partir du début de la deuxième semestre. Durée c'est 8 heures réparties en 4 séances. Compétences attendues. C'est au terme de cette séquence, les étudiants devront être capables d'analyser les effets, bien l'effet d'un correcteur sur une chaîne de régulation ou de servicement dans le contexte industriel, ainsi de choisir un correcteur convenable afin de répondre à un cahier des charges. Mais pour préparer un cours ou bien une fiche technique pour un cours, il faut se référer toujours au cadre référentiel de la formation de la catégorie ciblée. Ici, on cible les brevets des techniciens supérieurs. Donc, c'est réalisé, ce document est réalisé ou bien élaboré par le ministère. Donc, c'est intéressant à respecter. Voilà, donc pour électromécanique et système automatisé. C'est un référentiel de formation indispensable pour chaque professeur. Donc si on part tout de suite à la page 39, voilà. Donc nous, voilà 32 je pense, 32. Voilà, la compétence ciblée, c'est gérer un système automatisé. Voilà. Donc, c'est de gérer un système automatisé. Alors, le dossier, les données dans lesquelles on va disposer, c'est tout un dossier technique d'un système automatisé à installer. L'installation automatique à améliorer, les demandes du client, il y a la demande du client, le cahier des charges à respecter, consignes de santé, sécurité. Toujours, il faut veiller à la sécurité du personnel avant la production industrielle. Compétences détaillées. Analyse de la partie commande. Participer à la conception d'une partie commande. Étudier une partie opérative. Définir et étudier les modes de marche et d'arrêt d'un système automatisé. Assurer le bon fonctionnement du système automatique, étudier l'implantation du capteur, superviser un système automatique, assurer la régulation et l'asservissement d'un système automatique. Pour vérifier ou bien évaluer les compétences ou bien les compétences détaillées ici, donc on a quelques indicateurs de performance. Est-ce que les outils de description du système automatisé sont correctement utilisés? Donc on va poser la question à la fin de chaque séquence. Est-ce que le système automatisé est opérationnel? Ça veut dire le temps de réponse, le dépassement, rapidité, ainsi de suite. Est-ce qu'il est opérationnel? Même si c'est peut qu'il soit stable, mais il n'est pas opérationnel, très lent. La partie commande, est-ce que la partie commande est correctement décrite? Est-ce que les règles de description sont bien appliquées? Les concepts de description sont assimilés? Les outils de supervision sont correctement exploités? Voilà, ça c'est un document indispensable. Donc ici, c'est la répartition, bien la planification de la séquence. La séquence doit se répartit en 4 séances. Donc séance 1, c'est caractéristique d'un système bouclé. Objectif fixé, c'est la nécessité des performances d'un système asservé. Déterminer la précision, la rapidité et la stabilité d'un système asservé. Étudier la stabilité en utilisant les différents critères en 2 heures. Séance 2, correction d'un système asservé. Introduire pour objectif. Donc on va essayer d'introduire un correcteur dans une chaîne de régulation asservissement. Dans notre cas, c'est en utilisant un DSP. Étudier les effets des différents correcteurs. Séance 3, la mise en œuvre et choix d'un correcteur. Identifier les correcteurs dans un système asservé. Choisir un correcteur pour une
application donnée, 2 heures. Séance 4, c'est pour valider les compétences, on peut procéder à un travail dirigé, ou bien une call TP, ainsi de suite. Voilà, notre sujet, notre exposé touche à sa fin. Merci pour votre attention.